Bonjour, je vous invite à vous asseoir si vous voulez. On va quelques retardataires vont arriver. Donc je suis contente de vous voir nombreux à avoir répondu à cette invitation là dans les locaux des archives municipales de Lyon et avec l'exposition La Confluence 15 ans déjà que vous avez tous un peu visité, je crois, avant d'arriver. Donc moi je suis Sylvie Boutodou, je suis directrice éditoriale de l'agence InMediares où je m'occupe plutôt de la partie santé. Avec à côté d'équipes qui sont plutôt du côté de l'urbain. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter d'abord une petite histoire pour parler du sujet, l'urbanisation toxique ou bienfaisante pour notre santé. Vous parlez d'une histoire que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, celle de Paris en 1832. Le choléra, l'épisode du choléra en 1832, c'est 20 000 Parisiens qui meurent du choléra et qui voient arriver le choléra depuis Londres, donc une grande ville, qui savent très bien que ça va être terrible pour Paris, et puis qui ne partent pas. Une des raisons aussi de cette épidémie, enfin des morts de cette épidémie, c'est que les gens n'ont pas fui la ville. Et ce qu'on voit dans certains récits, c'est que les gens avaient peur de partir sans médecin, sans le recours de l'hôpital, sans finalement ce que la ville aussi pouvait leur apporter pour se soigner face au choléra. Et je trouvais que c'était une histoire intéressante pour montrer cette ambivalence qu'on a tous par rapport à la ville, qui est rassurante, qui est inquiétante. Et l'urbanisation aussi, elle peut être toxique ou bienfaisante. On va voir comment des chercheurs, des praticiens de la ville vont nous en parler. Donc on a eu cette idée d'interroger l'urbanisation. C'est une idée qui a germé il y a longtemps entre InMediares, l'agence InMediares, la SPL Lyon Confluence et l'école urbaine de Lyon. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer de façon informelle des gens autour de ces idées-là, et de faire se rencontrer des gens qui, certains travaillaient du côté de la ville, certains travaillaient du côté de l'urbain, pas forcément en croisant ces deux idées-là. Donc c'est un peu pour cette raison que cette soirée a été organisée. Alors c'est une idée qui a pour oui, enfin en tout cas c'est ce qu'on a envie, c'est de faire se rencontrer. Et donc je vais vous raconter comment la soirée va se dérouler. Je vais vous présenter les différents intervenants et il y aura un débat avec la salle à l'issue de ces interventions. Et bien sûr il y aura un moment pour se parler autour d'un verre à la fin de la soirée. Donc je vais d'abord passer la parole. Enfin le premier intervenant, ça va être Michel Lusseau qui va nous s'entretenir de l'anthropocène, de cette ère qui peut-être pour les temps qui viennent sera notre cadre à tous. Vous aurez donc l'intervention d'Alexandra Pêche, qui elle est chercheuse en anthropologie et qui s'est interrogée sur la façon dont les jeunes urbains se représentent ce qu'est un bon repas. Quelles conséquences ça peut avoir, ce que ces jeunes se représentent en Équateur et dans l'Est lyonnais. Et elle va nous montrer comment le parallèle est intéressant et possible. Ryan Bouchali est microbiologiste. Là, il faudra vous accrocher un petit peu plus, mais il va surtout nous parler de ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire de l'ignorance qu'on a de l'écologie des bactéries dans le sol des villes et des risques que ça peut comporter, et en tout cas de l'idée qu'il faudrait, pour les plus fragiles d'entre nous, vraiment se préoccuper de savoir comment les bactéries vivent, se développent dans le sous-sol des villes. Et puis Clément Dillenzeger, géographe, lui va parler de Vienne en Autriche et peut-être du caractère un peu malsain qu'il pourrait y avoir à trop nettoyer nos villes, à rechercher une propreté excessive. Voilà, donc pour cette première partie de recherche, on passera ensuite à des praticiens, un discours de praticiens de la ville, avec Maxime Valentin de la SPL Lyon Confluence et Laurent Michelin de Link City, qui vont intervenir séparément, mais en fait pour parler ensemble, finalement, de la façon dont ils ont cheminé de points de vue différents
jusqu'à mettre finalement la question de la santé et de l'accès aux soins comme quelque chose d'assez fondamental dans un projet urbain. Voilà. Donc, je vais commencer par donner la parole à Michel Lusseau. Merci. Merci, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce dispositif bifrontal est impressionnant puisqu'on se croirait au Parlement britannique, donc je ne sais pas si je vais jouer Theresa May ou son principal opposant, nous verrons bien. En tout cas, je suis très heureux d'être là pour beaucoup de raisons. D'abord parce que ça nous donne l'occasion de faire connaître l'école urbaine de Lyon. Donc l'école urbaine, c'est un programme universitaire créé depuis le mois de décembre de l'année dernière, financé par le Commissariat général aux investissements d'avenir, dont le sujet est assez simple et l'objet est assez simple. Il s'agit de développer de la recherche, des formations de haut niveau et de l'expérimentation et du débat public autour d'une question simple, comment l'urbanisation du monde se met en système avec le changement global et comment cela provoque un bouleversement de tous nos cadres de vie. Voilà. Donc la thématique de l'école urbaine de Lyon, c'est ce qu'on appelle les mondes urbains anthropocènes. Et il s'agit en fait de tenter de réfléchir à ce que nous avons à affronter d'ores et déjà et encore plus dans les prochaines décennies, que l'on appelle l'anthropocène et qui va nous imposer incontestablement de nouvelles manières de concevoir la cohabitation des humains à toutes les échelles de nos quartiers, de nos domiciles jusqu'au monde. Bon, voilà, ça c'est notre thématique. Nous ne prenons pas l'anthropocène de manière purement restrictive, comme le feraient certains géologues pour lesquels ça pourrait être, par exemple, le nouveau nom pour une époque géologique qui succéderait à l'Holocène. Nous prenons l'anthropocène plutôt comme un nom qui nous permet de désigner une période, un moment historique, peut-être ce moment historique où les sociétés sont en train de prendre conscience de la vulnérabilité, de la fragilité des habitats que ces sociétés ont mis en place depuis en particulier les 50 dernières années d'urbanisation intensive de toutes les sociétés. Et c'est cela qui nous intéresse. C'est pour ça que nous nous appelons École urbaine de Lyon, sous-titre Mondes urbains anthropocènes. Nous sommes créés pour 8 ans. Nous nous lançons depuis quelques mois et vous prendrez l'habitude de nous voir à Lyon et ailleurs, puisque nous organiserons de plus en plus, en partenariat, je vais y revenir, avec de nombreux partenaires, des débats, des conférences, des cours publics, des séminaires, des formations, un festival à la fin janvier, la dernière semaine de janvier, dans une usine occupée par un collectif d'artistes et par l'école urbaine, un festival pour débattre pendant une semaine des questions anthropocènes. Voilà, donc ça c'est notre objet, je n'en dirai pas plus, il y a un site très bien fait, googlisez École urbaine de Lyon, vous trouverez ce site, et nous avons commencé à travailler, à développer de la recherche, mais nous avons aussi distribué nos premiers contrats doctoraux, c'est-à-dire des rémunérations pour aider de jeunes chercheurs qui commencent un doctorat à réaliser ce travail de recherche, et nous sommes très heureux ce soir de confier notre représentation à 3 de ces jeunes doctorants qui ont été cités tout à l'heure, parce que pour nous, c'est très important aussi de passer par la prise de parole de ces jeunes chercheurs. Les vieux schnocks dans mon genre ont suffisamment l'occasion de parler, donc place aux jeunes, je dirai encore 2 ou 3 mots et je me tairai, et vous verrez que ces jeunes chercheurs sont extrêmement intéressants à écouter parce qu'ils sont très inventifs, c'est-à-dire le pari, c'est qu'ils essaient de prendre des sujets et les traiter de manière atypique et déconcertante, puisque nous voulons aussi provoquer de nouvelles manières de penser les questions scientifiques, de sortir des cadres disciplinaires, de sortir des routines académiques qui sont sans doute très très utiles, mais de poser des questions qui n'ont jamais été posées, même lorsque ces questions sont incommodes et qu'on se doute que les réponses vont l'être plus encore. Vous verrez, les 3 là posent des questions incommodes, il y en a même qui font peur un peu dans les réponses qu'ils sont amenés à proposer, notamment les bactéries, moi ça me fout les chocottes à chaque fois, mais voilà, on pose des questions qui sont incommodes et les réponses ne le sont pas moins, mais on estime qu'on est des grandes personnes et qu'il faut affronter les réalités qui sont les nôtres. Et puis la 3e raison pour laquelle je suis très heureux d'être là ce soir, c'est que cette opération a été montée dans le cadre d'un partenariat exemplaire avec la SPL à l'occasion des 15 ans de Confluence qui sont fêtés dans cette très belle exposition derrière, et avec In Media Res qui nous a accompagnés et qui a aussi accompagné les étudiants qui vont
avons parlé tout à l'heure, puisqu'il y a eu des séances de coaching pour que ces étudiants puissent aussi acquérir plus de facilité dans la prise de parole, notamment dans un dispositif comme celui-ci, qui n'est pas le dispositif classique de prise de parole qu'on peut avoir lors d'un séminaire ou d'une conférence scientifique. Donc merci beaucoup à la SPL, parce que je crois que c'est très important pour nous d'avoir des partenariats avec des opérateurs de l'aménagement et de l'urbanisme, parce que ces opérateurs-là, ils inventent ou ils construisent ou ils contribuent à construire la ville d'aujourd'hui, mais aussi peut-être la ville de demain. Et ne croyons pas que ces opérateurs ne se posent pas de questions. Ils s'en posent même beaucoup, ils n'ont pas forcément non plus toutes les réponses, et parfois le système ne les aide pas, notamment le système réglementaire ne les aide pas forcément à apporter toutes les réponses qu'ils voudraient apporter, mais ils se posent énormément de questions sur ce que peut vouloir dire la construction d'un nouveau quartier de ville dans une métropole comme Lyon. Et puis In Media Res, ça nous intéresse aussi de travailler avec eux, parce que ce sont des spécialistes de la mise en récit des questions urbaines contemporaines, et nous pensons à l'école urbaine de Lyon que l'anthropocène, c'est aussi une nouvelle manière peut-être de raconter les histoires. C'est aussi une nouvelle manière d'inciter les individus à raconter différemment l'histoire de l'occupation humaine de la planète, et puis aussi à raconter peut-être les histoires futures. Et c'est aussi une façon pour nous de dire que les futurs ne sont peut-être pas écrits. C'est important de le rappeler, parce que vous avez constaté que le catastrophisme, la collapsologie, la certitude de la dévastation progressent dans les médias ces temps-ci. Mais nous sommes sans doute, comme dirait Gramsci, pessimisme par la raison, mais optimiste par la volonté. Et nous pensons qu'il y a incontestablement encore des futurs enviables à écrire. Et pour ça, c'est toujours intéressant de travailler aussi avec des gens dont le métier est justement la réflexion sur la façon dont on peut raconter des histoires. Donc voilà, merci à ces partenaires. Ce partenariat, il sera systématique. Donc aujourd'hui, c'est un commencement, et je suis très heureux que vous soyez nombreux pour pouvoir assister à ce commencement, et je crois que maintenant la parole sera donnée aux étudiants. Merci à vous. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, c'est Alexandra, je crois. C'est Alexandra qui va commenter. Merci. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que c'est suffisant? D'accord, ok. On n'entend pas très bien comme ça? C'est bon. Ok, merci. Donc bonjour à tous, bonsoir, je suis Alexandra Pêche et je suis donc doctorante à l'école urbaine de Lyon en anthropologie et en géographie. Et dans le cadre de cette thèse, je m'intéresse à l'alimentation d'adolescents qui vivent dans des banlieues dites défavorisées, dans la banlieue lyonnaise. J'ai décidé de m'intéresser à l'alimentation il y a quelques années, quand j'ai pris conscience d'un certain nombre de problèmes liés à notre agriculture et notre alimentation. Parce qu'en effet, on a un système agroalimentaire qui n'est pas capable de nourrir l'ensemble de l'humanité, qui provoque une destruction massive du vivant et qui favorise une alimentation de plus en plus industrielle dont on connaît les conséquences pour notre santé, avec tout le lot d'obésité, de cancer ou de diabète de type 2. Et dans ces enjeux, la ville est au cœur de ces questions, car elle incite à une alimentation industrielle, avec le développement de supermarchés, la restauration rapide et l'omniprésence du marketing et de la publicité. Le contexte étant posé, je voudrais développer deux enjeux spécifiques à partir de mes recherches, développés dans deux contextes géographiques très différents. Dans une première partie, je voudrais vous parler de l'influence de l'urbanisation sur nos pratiques alimentaires, en prenant le cas précis de l'Amazonie périurbaine, en Équateur. Donc il s'agit de mon travail de mémoire que j'ai fait l'année dernière, où mon objectif était de comprendre comment est-ce que des populations rurales qui sont incluses dans un système d'urbanisation de manière très rapide, en un laps de temps très court, changent leurs pratiques alimentaires, et donc quelles conséquences ça peut avoir sur leur santé. Pour la petite anecdote, dans la communauté où j'ai étudié, où j'ai mené cette enquête, il y a encore 10 ans de cela, les personnes, pour aller en ville, devaient marcher pendant 5 heures et traverser 2 rivières à pied. Alors qu'aujourd'hui, il y a 3 bus par jour qui les mènent en 40 minutes en ville. Donc on peut imaginer la rapidité avec laquelle ils ont changé leurs pratiques alimentaires, en ayant accès à davantage de produits. Donc contrairement à une idée répandue, l'urbanisation est fulgurante en Amazonie.
et elle modifie considérablement les pratiques alimentaires des gens, leur mode de vie, non seulement des populations qui vivent en ville, mais aussi de toutes les populations qui vivent autour de la ville. Et celles-ci se retrouvent dans une situation un peu d'entre-deux, où elles ont en quelque sorte un pied dans la forêt et un pied en ville, où elles continuent de pratiquer une agriculture de subsistance, de pêcher, de chasser pour leur alimentation, et où, à la fois, elles sont de plus en plus dépendantes du commerce. Et cette situation un peu bancale d'entre-deux provoque des problèmes nutritionnels qui sont eux aussi assez paradoxaux, où il y a à la fois des problèmes de manque alimentaire, donc d'un problème de dénutrition qui est très fort, surtout chez les enfants, et en même temps des problèmes nutritionnels liés à la surabondance alimentaire, avec une émergence du surpoids et des problèmes d'obésité. Donc à partir de l'enquête de 3 mois que j'ai menée dans une petite communauté, un petit village de la province du Napo, en Amazonie équatorienne, il y a 3 points principaux, 3 observations principales dont j'aimerais vous parler. Tout d'abord au sujet du changement de pratiques alimentaires. J'ai pu observer que ces personnes ont une alimentation qui est vraiment fondée sur les produits du commerce, à partir d'aliments comme le riz, le poulet, les pommes de terre. Or, il s'agit d'aliments qui sont issus plutôt de la région andine. On voit qu'il y a eu un changement qui est massif, parce qu'historiquement, ces populations amazoniennes se nourrissaient plutôt d'une alimentation qui était à base de manioc, de bananes plantains, de poissons sauvages et de gibier. La deuxième observation, c'est que en ayant accès aux produits du commerce, ils ont accès à des produits bon marché, mais dont la qualité nutritive est très faible. Donc le sucre, l'huile, le sel, et dont ils consomment des quantités massives, et notamment les enfants et les plus jeunes. Et le troisième et dernier point, c'est qu'il y a un effet, comme je viens de le dire, générationnel dans ces changements alimentaires. C'est surtout les plus jeunes, les enfants et les adolescents, qui sont très attirés par les produits de la ville. Et en fait, l'urbanisation change les préférences alimentaires. Mais aussi, c'est lié à un imaginaire. Parce que ces aliments, qui viennent de la ville, comme le riz et la viande, renvoient à une image de modernité, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent être une modernité. Et pour ces enfants, manger ces aliments, c'est un signe de prestige qui les renvoie à un mode de vie urbain qu'ils envient. Et pour les parents, c'est aussi un prestige de pouvoir offrir du riz à ses enfants, à leurs propres enfants, parce que c'est marqueur d'un certain statut social. Donc, en résumé, quand la ville fait intrusion très rapidement dans des modes de vie plutôt ruraux, elle peut engendrer des changements brusques dans les modes de vie, qui a des conséquences sur la santé des gens, et notamment en termes de surpoids et d'obésité, dont on voit que c'est un problème qui est largement répandu dans le monde. Et là encore, on a affaire à un double mouvement. Alors que dans les pays du Sud, l'urbanisation provoque un désir pour une alimentation plus moderne, aujourd'hui, dans les pays du Nord, c'est le contraire. Il y a un engouement pour des produits plus locaux, plus naturels, pour une alimentation biologique. Mais, et c'est là le constat dont je suis partie pour le développement de ma thèse, c'est que ce mouvement vers un retour à une agriculture locale, il est réservé aujourd'hui à des classes moyennes et aisées qui habitent plutôt en centre-ville. Et il laisse de côté un ensemble de citadins qui sont surtout issus des marges urbaines, que sont les banlieues dites défavorisées. Là où on peut observer les plus forts taux de surpoids et d'obésité. Et donc précisément dans le cadre de ma thèse, j'ai décidé de travailler avec des adolescents habitant des quartiers prioritaires de la banlieue lyonnaise, et j'ai décidé de m'intéresser à la manière dont ils interprétaient les différents messages émis dans leur environnement au sujet de leur alimentation. Donc que ce soit leur environnement familial, l'environnement de leur quartier ou l'environnement médiatique. Et donc, pour effectuer cette enquête, je m'appuie sur un projet pédagogique déjà existant. C'est le projet Marguerite, qui a été mis en place il y a environ 5 ans dans une douzaine de collèges de la banlieue lyonnaise, notamment à Vaux-en-Velin, Villeurbanne et Vénissieux. Le projet du projet Marguerite, c'est de rapprocher les jeunes citadins de l'agriculture, en les sensibilisant à plusieurs enjeux de l'alimentation durable et de l'alimentation saine. Il y a différents acteurs qui sont mis en lien autour de cette question, notamment des chercheurs,
des enseignants de collège et les collégiens. L'idée, c'est de sensibiliser donc les adolescents aux enjeux d'une agriculture plus durable et plus saine. Et il y a différents outils qui sont mis en place, des potagers scolaires, des ateliers de cuisine et des visites auprès d'agriculteurs de manière assez fréquente. L'idée, encore une fois, c'est de réduire la distance entre les citadins et l'agriculture. Et donc, dans le cadre de ma thèse, afin de questionner leur environnement alimentaire, je vais notamment m'appuyer sur un dispositif photographique qui a déjà été mis en place de manière exploratoire dans le cadre du projet Marguerite. Il s'agit pour les élèves de prendre en photo pendant environ une semaine leur repas. Et à partir de ces photos, il s'agit donc pour moi de les faire parler et d'utiliser ça la photo comme un prétexte pour les questionner sur leur alimentation et pour qu'ils aient un regard davantage réflexif sur leurs pratiques alimentaires et éventuellement pour les amener à peut-être changer leurs habitudes alimentaires. En tout cas, c'est le pari que je fais au regard de l'échec d'un certain nombre de campagnes de prévention de santé, comme Manger, Bouger, dont on voit les limites parce qu'on sait que les personnes, notamment les jeunes, sont tout à fait au courant des normes nutritionnelles, mais ils ne les appliquent pas toujours pour un certain nombre de raisons. Donc moi, c'est justement ces raisons que j'aimerais questionner dans mon travail. Et je pense que la photographie peut aider à faire émerger ça. Et enfin, la photographie a aussi ceci de pratique qu'elle peut être un bon outil de réflexion collective. Il va être question d'organiser des expositions à partir de ces photos et d'inviter autour de la table plusieurs acteurs de l'alimentation, la métropole, de grandes enseignes de distribution, pour pouvoir débattre de ces questions, de ces problématiques d'alimentation en ville. Donc l'urbanisation bienfaisante ou toxique pour notre santé. En tout cas, moi, ce que je peux observer d'après mes recherches, c'est qu'il y a un double mouvement, comme je l'ai dit. Dans les pays du Sud, une urbanisation qui est souvent assez brusque et qui engendre des problèmes de santé, notamment l'obésité. Et dans les pays du Nord, on voit que c'est à peu près le contraire. C'est souvent dans les villes qu'on mange le plus sainement, avec une disparité très très forte en fonction des revenus. Donc, de manière, en fin de compte, c'est surtout le statut socio-économique qui est déterminant dans la question de la santé alimentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Ryan Bouchali et je suis j'ai commencé ma thèse en microbiologie. Donc la microbiologie, ça va être l'étude des micro-organismes et mon projet de thèse s'inscrit dans une nouvelle thématique qui est la microbiologie urbaine. La microbiologie urbaine, qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'étude des micro-organismes plutôt retrouvés donc en ville. Et c'est cette nouvelle thématique qui a permis en 2015 à des chercheurs américains de mettre en évidence dans des stations de métro new-yorkaises des bactéries hautement pathogènes, donc les bactéries responsables de la peste et de l'anthrax. Et donc, mais donc il faut quand même se rassurer car c'est pas les bactéries entières qui ont été retrouvées, c'est des traces de leur présence, des traces ADN. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'épidémie de peste à New York. Donc ces bactéries sont soit inactives, soit les usagers du métro new-yorkais n'y sont pas exposés. Donc ces bactéries et l'ensemble des bactéries qu'on va retrouver en ville forment le microbiome urbain, et plus précisément le bactérium urbain. Elles vivent dans un milieu très particulier, qui est la ville, et qui va former un écosystème à part entière, où l'homme va devoir interagir de manière plus ou moins étroite avec plusieurs espèces vivantes, allant des mammifères aux micro-organismes. Cet environnement, la ville, va présenter certaines limitations à la croissance des bactéries, comme la génération de polluants, des hydrocarbures, des métaux lourds générés par exemple par la circulation, ou la modification des sols avec la prépondérance de surfaces imperméabilisées. Et en fait, un écosystème, il faut le voir un petit peu comme un corps humain, avec des entrées, des nutriments, de l'énergie, et des sorties qui vont prendre la forme le plus souvent la forme de déchets.
Et ces déchets-là peuvent être de nature très diverse. On va avoir des restes d'aliments, des excréments, animaux ou humains, et des eaux usées. En effet, on peut penser que, et c'est une réalité, que le tout à l'égout et la collecte des eaux usées a permis d'hygiéniser la ville de manière efficace, mais ces infrastructures sont très vieillissantes. Il peut y avoir des fuites et des débordements également lors d'épisodes pluvieux. Et donc, en plus, il faut savoir que les stations d'épuration collectant les eaux usées, qui sont chargées en divers polluants mais aussi en bactéries, ne sont souvent pas conçues pour éliminer toutes ces bactéries qui vont ainsi se retrouver dans le milieu naturel. Certaines des bactéries apportées donc par tous ces déchets peuvent être pathogènes et vont se retrouver en ville et vont devoir interagir et composer avec les différents stress et les différentes bactéries retrouvées en ville. C'est que maintenant, de nos jours, le rôle de la ville dans l'adaptation, dans l'acclimatation des espèces animales et végétales commence à être bien connu, mais le stress engendré par l'urbanisation et les bactéries exogènes apportées donc par les déchets, leur rôle n'est pas connu sur le bactérium urbain et on ne sait pas comment ces nouvelles bactéries vont se comporter. Est-ce que certaines vont être sélectionnées ou est-ce qu'elles vont disparaître? Et on peut surtout se poser la question pour les espèces pathogènes. C'est vrai que on commence à comprendre comment un milieu pollué va pouvoir structurer certaines communautés bactériennes. Et pendant mon stage de Master 2, j'ai étudié donc les communautés bactériennes qui étaient présentes dans deux types d'eaux usées, des eaux usées provenant de la ville, des eaux usées urbaines, ou des eaux usées provenant d'un hôpital. Les eaux usées provenant de l'hôpital étant chargées en différents biocides, différents médicaments, détergents qui peuvent nuire à la croissance des bactéries, ont montré des communautés bactériennes très différentes de celles des eaux usées urbaines. Certains pathogènes opportunistes, donc un pathogène opportuniste, c'est une bactérie qui va infecter des personnes immunodéprimées, des personnes fragiles, étaient plus enrichis, plus présents en plus grande quantité dans les eaux usées hospitalières. Et ils présentaient des mécanismes d'antibiorésistance et différents des bactéries présentes dans les eaux usées urbaines. Donc ma thèse se posera les mêmes questions, mais à l'échelle de la ville. Donc à savoir, est-ce que certaines bactéries pathogènes, donc on s'intéressera surtout aux bactéries pathogènes, vont être enrichies, vont être sélectionnées, vont être présentes en plus grande quantité en ville, de par nos activités. Et en fait, par activité, j'entends tous nos comportements, qu'ils soient collectifs, individuels, mais également tous les objets qu'on peut retrouver en ville, toutes les surfaces imperméabilisées, tous les bâtiments. Et j'étudierai donc une bactérie en particulier, qui est Pseudomonas aeruginosa. Et en fait, c'est pas un pathogène strict, c'est un pathogène opportuniste qui, chez les personnes immunodéprimées, dont le système immunitaire n'est pas bien fonctionnel, qui va causer des infections urinaires, pulmonaires ou oculaires. Cette bactérie, elle est très étudiée, notamment car elle est très problématique chez les personnes atteintes de mucoviscidose, chez qui elle va s'installer et coloniser les voies respiratoires, et pour lesquelles dans ce cas-là, c'est très difficile de l'éliminer. C'est pour ces raisons qu'elle est surveillée depuis 2005 par l'Institut de veille sanitaire, qui surveille sa présence dans les eaux et également ses résistances aux antibiotiques, et depuis 2017 par l'Organisme mondial de la santé, qui a classé cette bactérie comme une priorité critique pour la recherche de nouveaux antimicrobiens. Donc des résultats préliminaires obtenus par l'équipe où je réalise ma thèse ont montré une forte occurrence de cette bactérie, une forte présence de cette bactérie en lien avec des zones où il y a des activités génératrices d'hydrocarbures comme des garages ou des stations-service. Donc la présence d'une telle bactérie sur des zones polluées implique des mécanismes de résistance,
des gènes de résistance qui vont permettre à la bactérie de soit dégrader le polluant, soit d'empêcher son action. Ces gènes de résistance-là sont souvent situés sur des éléments génétiques mobiles, qui sont des petits fragments d'ADN contenant le gène de résistance et qui peuvent être échangés entre les bactéries. Donc certaines bactéries à l'origine sensibles à un antibiotique, par exemple, peuvent acquérir d'une autre bactérie résistante, ce fragment d'ADN, et devenir résistante à l'antibiotique en question. Ce mécanisme-là est appelé transfert horizontal et il est assez courant chez notre bactérie d'intérêt. Un objectif de ma thèse sera donc de déterminer si notre bactérie d'intérêt, qui a poussé sur un sol pollué, qui s'y est multiplié, possède ce type de fragment, et cela se fera en comparant son ADN avec celui d'une bactérie qui n'a pas poussé sur un sol pollué et qui ne comporte donc normalement pas de fragment de résistance. Quels pourraient être les risques de la présence d'une telle bactérie sur nos sols? En fait, il faut d'abord différencier le risque et le danger. Donc le danger, en fait, ça va être la présence de cette bactérie, sa capacité à engendrer une maladie, ses gènes de virulence, ses résistances aux antibiotiques, alors que le risque, lui, ça va être l'exposition à ce danger, l'exposition à cette bactérie. Pour revenir à l'étude sur le métro new-yorkais, en effet, il y a des bactéries hautement pathogènes, donc capables de causer la peste ou l'anthrax, mais il n'y a pas un seul cas de peste à New York. Et c'est tout simplement car, malgré la présence de cette bactérie, les usages des utilisateurs du métro font qu'ils n'y sont pas exposés et ne peuvent pas contracter la maladie. Il y a également une différence entre le risque ponctuel et le risque temporel. Donc le risque permanent et ponctuel, pardon. Et le risque ponctuel, ça va être, on peut prendre l'exemple par exemple des norovirus responsables de gastroentérite qui vont causer des épidémies principalement en hiver. Pourquoi? Car notre comportement fait qu'en hiver, on va se retrancher plus dans des endroits clos, favorisant la proximité entre les personnes et la transmission du virus. Au contraire, si on prend le parasite du chikungunya, lui, il sévit plutôt en été, tout simplement car il est vecté par les moustiques tigres, qui ont besoin de la chaleur de l'été pour se multiplier, pour pouvoir vivre. Pour les bactéries, par contre, c'est différent, car on parle de micro-organismes capables de s'implanter de manière durable dans un environnement et de le coloniser et d'interagir avec les composantes de ce milieu. Ce genre d'étude est rare. Il y en a une qui montre que certaines bactéries sont capables de le réaliser, comme pour Escherichia coli par exemple, qui était utilisé depuis longtemps comme un indicateur de contamination fécale. Donc cela veut dire que quand on l'a retrouvé dans un milieu, on estimait qu'il y avait une contamination fécale assez récente. Mais il a été montré que cette bactérie, donc exogène à ce milieu-là, était en fait capable de coloniser de nouveaux milieux qui lui sont étrangers et probablement même de s'y multiplier. Donc, pour notre bactérie d'intérêt, on sait qu'elle est retrouvée en ville maintenant et qu'elle y est apportée de manière artificielle, si on peut dire, avec notamment les activités concernant l'eau. Par contre, on ne connaît pas son acclimatation, son pouvoir d'acclimatation, sa persistance en milieu urbain, et c'est ce que j'essaierai de déterminer pendant ma thèse. On peut donc dire qu'il y a un danger, la présence de cette bactérie, mais on ne connaît pas le risque encore, on ne sait pas si les usagers de la ville vont y être exposés, et c'est un second volet de ma thèse, et je chercherai à définir des comportements, donc des comportements collectifs ou individuels, professionnels ou récréatifs, qui exposeraient les usagers à ce genre de bactéries pathogènes. Merci pour votre attention.
Donc bonsoir à tous, moi je m'appelle Clément Dillenzeger et comme mes deux compères je suis doctorant à l'école urbaine de Lyon et je travaille donc sur la propreté urbaine. Donc les remarques que je vais vous présenter ce soir, elles ont germé il y a 2 ans lorsque je suis allé à Vienne en Autriche, pas en Isère, pour étudier la propreté dans les espaces publics. J'avais eu l'occasion de me rendre à Vienne pour un séjour touristique et j'avais été frappé par la propreté de la ville et donc j'ai voulu me demander si cette propreté, elle était la même pour tout le monde dans tous les quartiers ou si ce n'était qu'une propreté un peu vitrine dans les quartiers touristiques et dans les quartiers centraux. Donc cette question, je l'ai trouvée très intéressante, je m'en suis posé plein d'autres, c'est ce qui m'a poussé à poursuivre mes questionnements en thèse, où je vais cette fois comparer la ville de Vienne avec la métropole de Lyon et la ville d'Athènes. Donc j'interviens ce soir parce que la notion de propreté et la notion de santé sont voisines. Elles sont notamment reliées par l'idée de l'hygiène, mais je suis plus ici pour parler de la santé dans un sens très large que pour parler de la santé qui atteindrait directement, qui serait lié directement au corps. En effet, je suis là plutôt pour attirer votre attention sur des éventuelles dérives de la recherche ultime de bonne santé. Par exemple, en alimentation, on sait qu'aujourd'hui, il y a des pathologies, on appelle ça l'orthorexie, qui implique qu'on soit obsédé par le fait de bien manger, de manger sainement. Et ben moi, je me demande la même chose avec la propreté, c'est-à-dire est-ce que vouloir que tout soit absolument toujours propre, lisse, nickel, est-ce que ça pourrait pas être néfaste aussi? Concrètement, je me demande si on glisse pas trop rapidement d'un hygiénisme spatial, sanitaire, à un hygiénisme qui serait plus social. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai voulu vous présenter une des méthodologies que j'employais, qui s'appelle le photoquestionnaire. Donc, il y a des photos qui vont circuler parmi vous, et il s'agit d'un questionnaire. Faites plusieurs photos et à partir de, je demande aux gens de décliner des critères selon ces photos. Donc en l'occurrence, vous allez voir, je demande si l'espace représenté en photo leur semble un espace riche, un espace pauvre, un espace propre, un espace sale, un espace agréable, un espace désagréable, etc. Et cette méthode de recherche, elle me permet 2 choses. Tout d'abord, elle me permet d'attribuer un score à chaque photo, un score de propreté, un score d'agréabilité, un score de beauté aussi. Donc ça me permet de hiérarchiser les photos pour voir quels espaces semblent les plus sales et les plus propres. Et dans un deuxième temps, ça me permet aussi de voir quels qualificatifs ont tendance à être associés entre eux. C'est-à-dire un espace propre est-il nécessairement un espace beau ? Ou un espace sale est-il nécessairement un espace laid, par exemple. Et donc j'ai voulu vous présenter la photo qui tourne, parce que pour moi elle illustre parfaitement la banalité de la propreté viennoise. Donc on voit une esplanade quasi immaculée, on distingue rapidement 2 déchets, et on voit des pigeons. Donc au passage, j'en profite pour jeter une question comme ça. Est-ce que les pigeons sont vraiment sales ? C'est une question. Et donc on distingue aussi une poubelle, même il y en a 2, il y en a une petite aussi au fond, une poubelle scintillante et donc bien visible avec un bandeau orange. Et pour moi ce lieu était vraiment propre, j'ai eu l'occasion de le fréquenter à plusieurs égards en le traversant et pourtant les Viennois ont trouvé que c'était une des photos les plus sales de mon photo-questionnaire. Donc ça m'a poussé à me poser la question comment on peut expliquer un tel décalage entre nos représentations ? Eh bien, c'est justement parce que les Viennois n'ont pas su se défaire de leur représentation. J'insistais à plusieurs reprises en leur disant que s'ils reconnaissaient un endroit pris en photo, il fallait bien qu'ils jugent la photo et pas l'espace qu'ils connaissent ou qu'ils fréquentent. Et il se trouve qu'ils n'ont pas réussi à se défaire de leur représentation malgré mes insistances. Et il se trouve que cet endroit à Vienne, qui s'appelle le Praterstern, qui est une gare où transitent chaque jour des milliers de personnes qui ont des objectifs bien différents, des touristes, des travailleurs, des habitants,
eh bien, cette gare serait un des endroits qui craint à Vienne, puisqu'il y a un rassemblement d'une quinzaine de SDF et également quelques punks à chiens. Donc, ce serait un endroit qui craint, et on voit bien d'emblée que ça n'a pas grand-chose à voir avec les endroits que nous avons l'impression en France qui craignent, ou du moins qui brassent beaucoup plus. Je pense aux alentours de la station de métro Strasbourg-Saint-Denis à Paris, ou même à la Guillotière à Lyon. On voit objectivement plus de traces de saleté, c'est-à-dire qu'il y a plus de déchets, éventuellement des marques d'urine. Et donc, j'ai trouvé ça assez dingue que les Viennois n'arrivent pas à passer outre leur représentation. Et à partir de cette situation, je me suis posé deux questionnements principaux. Donc, le premier concernerait la matérialité et la définition de la propreté. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est propre et qui est sale, si on voit bien que dans deux contextes différents et pourtant occidentaux, il y a de telles différences de représentation. Donc, j'en profite pour vous poser en même temps ces questions. Concrètement, qu'est-ce qui est propre et qui est sale? Les déchets, bien évidemment, mais je pense qu'il faudrait s'intéresser à ça de manière plus large en questionnant des items plus variés, comme par exemple les mauvaises herbes, la boue, les feuilles mortes, qui rentrent dans l'appréciation de la propreté. Et ensuite, comment quantifier, objectiver cette saleté? Puisque les municipalités, elles ont besoin d'outils, de repères pour mener leur politique de nettoiement. Donc, qu'est-ce qu'on tolère concrètement comme trace de saleté? Est-ce qu'un espace sera sale à partir de 2 papiers et 1 mégot, ou 10 mégots et 15 papiers? Tout ça me semble bien difficile à objectiver, mais c'est une question à laquelle je vais réfléchir pendant ma thèse. Et enfin, cette question de la définition du propre et du sale, elle me semble particulièrement intéressante à l'heure de l'Anthropocène, puisque cette période est vraiment pétrie de paradoxes, et on peut prendre l'exemple de la nature en ville. Donc c'est un des enjeux de faire revenir la nature en ville dans la période contemporaine, dans la période anthropocène. Or, plus de nature en ville et plus de verdissement, ça veut aussi dire plus d'insectes. Or, si les insectes sont perçus comme sales, eh bien verdir la ville reviendrait d'une certaine manière à la salir. Donc on voit bien les paradoxes. Un autre questionnement assez paradoxal relatif à la propreté, ce serait celui des graffitis, puisque à Vienne, on m'a répondu, c'était une de mes questions, de savoir si tous les graffitis étaient sales ou non. Et il se trouve que quand les gens trouvent qu'un graffiti est beau ou qu'ils sont d'accord avec son message, ils ne le trouvent pas sale. Quand les gens ne sont pas d'accord avec son message ou qu'ils le trouvent pas beau, eh bien ça devient de la saleté. Donc on voit bien que c'est une question assez complexe. Et j'en arrive donc à mon deuxième questionnement. Donc on voit bien que le nettoiement des villes et les notions de propreté et de saleté, si elles ont bien sûr une fonction sanitaire évidente, elles sont aussi le fait d'arbitrage culturel et de normes sociales. Et je rejoindrai donc ici les analyses d'un sociologue qui s'appelle Michel Kokorev et qui parle d'une ère post-hygiéniste, pour dire que justement aujourd'hui le nettoiement, ça n'est plus seulement une question d'hygiène, c'est aussi une question de normes sociales et de tolérance. Et dans cette ère post-hygiéniste, il se trouve que les seuils de tolérance ont tendance à diminuer, donc on est de moins en moins tolérant aux traces de saleté. Ce qui me fait arriver à mon deuxième grand questionnement, à savoir en quoi et pour qui les seuils de tolérance peuvent être nuisibles. Donc personnellement, je fais partie des gens qui pensent que c'est important que les villes soient propres, un minimum au moins, que c'est agréable, que c'est plus rassurant pour tout le monde. Et l'enjeu, c'est pas du tout de dire la propreté c'est culturel, il faut simplement laisser chacun mettre ses traces comme il veut. L'idée, c'est plus de questionner la manière dont on nettoie que le fait de nettoyer. Et j'identifierai 2 conséquences qui sont pour moi néfastes pour la société en lien avec le nettoiement des villes. Ce serait tout d'abord un évitement qui serait spatial, c'est-à-dire qu'un espace qui est perçu comme sale, on va avoir tendance à l'éviter, ce qui va créer des fractures urbaines. Mais cet évitement, il est aussi social, puisque généralement, on va essayer d'attribuer cette saleté à un autre avec un grand A, peu importe qui il est, donc, mais plus généralement, soit les pauvres, soit les SDF, soit les touristes,
quelqu'un dont on a l'impression qu'il nous ressemble pas trop, si possible. Et ce qui est intéressant, c'est que cet évitement socio-spatial, il est très visible à Vienne avec le Praterstern, donc la photo que je vous ai montrée, où c'est un peu où les gens évitent de passer par là. Et c'est intéressant de voir que ceux qui passent pour être les salisseurs, donc les punks à chiens et les SDF, qui sont là en nombre relativement restreint, eh bien, en fait, oui, ils doivent être une trentaine. Et dans cette gare, il y a des milliers de personnes qui transitent chaque jour. Pour autant, c'est eux qu'on pointe du doigt. Et ces évitements sociaux, spatiaux ou sociospatiaux font que on justifie toujours plus l'entre-soi, on crée toujours plus de fractures dans les villes et on engendre ainsi une baisse de mixité. Or, en géographie, une des définitions possibles de la ville, c'est d'associer la diversité à la densité, et des villes moins diverses seraient donc paradoxalement moins urbaines. Donc, en définitive, plutôt que de condamner trop rapidement la saleté et les salisseurs, j'aurais deux pistes pour réfléchir à un nettoiement et à des questionnements autour de la propreté qui seraient plus inclusifs. Donc, le premier, ce serait de dédramatiser la saleté, c'est-à-dire ce qu'on trouve sale, est-ce que c'est vraiment sale? Et donc penser à cette photo de Vienne que nous on trouve plutôt propre, voire carrément propre, alors que les Viennois l'ont trouvée plutôt sale. Et est-ce que c'est vraiment grave si le balayeur ne passe que 2 fois par jour plutôt que toutes les demi-heures frénétiquement? Et la deuxième, ce serait de penser la propreté de manière collective, c'est-à-dire éviter de chercher systématiquement des boucs émissaires et des personnes qui seraient les salisseurs, puisque bien évidemment il y a une question individuelle de responsabilité dans le fait que les villes soient sales, mais c'est aussi une question collective, puisque les politiques de nettoiement, le nettoiement doit se faire à l'échelon politique et il doit aussi se faire par l'éducation. Et cela éviterait, selon moi, de désigner trop facilement des boucs émissaires qui sont toujours les mêmes et qui sont généralement les publics qui sont déjà marginalisés. Je vous remercie pour votre attention. On imaginait ne pas faire de débat à ce stade-là parce que on craignait d'avoir débordé. Mais si vous avez des questions immédiatement à poser, on peut faire un débat maintenant ou continuer comme vous voulez. On vote, non? On continue? On continue. Bonsoir, je suis Maxime Valentin. Je suis responsable du développement durable et de l'innovation à la SPL Lyon Confluence, qui est l'aménageur du projet urbain Lyon Confluence, donc qui s'étend de la gare de Perrache jusqu'à la pointe de la Confluence. J'ai pas fait de thèse, même si j'ai fait de la géographie. J'ai bifurqué ensuite vers un DSS pour être dans un monde plus opérationnel. Donc je vais tâcher de vous présenter une vision opérationnelle de l'urbanisme et de la santé, en tout cas celle qu'on essaye de poursuivre dans le cadre de ce projet urbain. Alors j'ai quand même quelques réflexes et la première chose, on parle de santé en ville, c'est de se pencher un petit peu vers le passé, de se rappeler simplement que l'urbanisme est issu des hygiénistes, et au départ ce sont les médecins anglais qui, face à la révolution industrielle, devaient gérer l'afflux massif petit peu les racines de l'urbanisme, pour se rappeler que c'est quand même le moteur premier de l'urbanisation, du traitement des eaux, qui a permis de faire émerger ce métier de l'urbanisme. On peut observer que c'est allé assez loin, parce que en France, au 19e siècle, avec Haussmann, on allait au-delà de ces questions simplement du traitement de l'eau et de la qualité de l'air, avec la qualité de vie, la création des parcs, la plantation d'arbres d'alignement et
Et on sait qu'il y avait plus d'arbres à Paris au 19e siècle qu'il y en a aujourd'hui. Donc des notions assez fortes et qui se sont petit à petit dissipées au cours du 20e siècle, évidemment marqué par les deux guerres et puis surtout l'arrivée de la voiture. Une transformation de l'appréhension de l'espace, peut-être une impression de superpuissance de l'homme par rapport à la nature, et on a complètement oublié la question de la santé en ville à cette époque. Néanmoins, on a pu observer que parallèlement, la médecine, elle, s'est complètement spécialisée. On a eu une meilleure acuité, hein, la science a progressé, et les médecins sont également écartés de cette mission un peu sociale. Qui avait autant de l'hygiénisme, et donc on a eu une spécialisation qui est venue frapper ce milieu médical. On a eu des spécialistes du cœur, des artères, des microbiologistes sans doute, et donc ces deux mondes ne se parlaient plus, et se parlent encore assez peu aujourd'hui. Néanmoins, à la fin du XXe siècle, il y a eu un engouement assez fort, vous l'aurez noté, en direction du développement durable. Et c'est là que je vais poursuivre mon propos avec l'IO-Confluence, puisque au début du XXIe siècle, on a lancé une démarche de développement durable, et assez naturellement, on s'est penché sur ces questions de qualité de vie et de bien-être, sans pour autant oser adresser la question de santé en tant que telle au départ. Alors la qualité de vie pour un urbanisme au début du XXIe siècle, ça pouvait se traiter à l'échelle des espaces publics, avec à nouveau la présence des végétaux, éventuellement se poser des questions sur des allergènes, se poser la question de la biodiversité, se poser la question de l'alimentation, c'est déjà très rock'n'roll, hein. Quand on arrive à ce stade-là, quand on est aménageur et qu'on commence à se dire qu'on va traiter les questions d'alimentation, c'est déjà très exotique. Et puis, on s'est également posé d'autres questions à l'intérieur du logement, parce que quelque part, on est prescripteur de l'architecture. Et à l'intérieur du logement, les mêmes questions se sont posées à nous. C'est reposer la question de la qualité de l'air. Combien de volume d'air faut-il renouveler par heure? La question de l'ensoleillement, de l'accès à une vue, de l'accès, encore une fois, à la végétation, de la proximité à une alimentation locale, la sensibilisation sur la saisonnalité de l'alimentation avec les jardins partagés, etc. Donc on a cheminé comme ça, en tournant autour de la question de la qualité de vie, sans vraiment oser parler de santé jusqu'à présent. Et puis, j'ai l'impression qu'on a dû faire face un peu à une autre évolution de notre métier. Le numérique est venu frapper nos vies à tous et changer nos réflexes, et aussi changer nos réflexes d'urbanistes et d'aménageurs. C'est d'abord la question de l'énergie qui a intégré cette question du numérique. Avec l'énergie, on s'est dit qu'on pouvait mettre des petits capteurs dans les logements. On essayait de faire en sorte que toujours dans cette conscience du développement durable, que ces logements soient moins consommateurs d'énergie fossile, éventuellement qui produisent de l'énergie renouvelable. Donc on s'est mis à mettre des petits capteurs partout pour mesurer ça, pour vérifier que les bâtiments étaient vraiment performants. Et puis on s'est dit que ces petits capteurs, si on les mettait en réseau, on aurait une vision, une acuité plus forte de la performance énergétique du quartier. Et puis petit à petit, on nous a parlé de smart grid, de ville intelligente, etc., etc. Cette infrastructure de réseau et cette collecte de données sur l'énergie, c'est une première étape en définitive. Puis parce que finalement, on s'est rendu compte que des données, il y en a de partout dans nos vies et dans nos villes. Cette donnée, elle préexiste aujourd'hui aux questions qu'on est en train d'aborder. Finalement, la ville ou un quartier comme Confluence, on pourrait retrouver sur les réseaux son parallèle en numérique.
Hein, chaque déplacement quelque part génère de la donnée. Votre présence ici, on pourrait en retrouver la trace sur les réseaux, en tirer plein d'enseignements. Combien de temps vous êtes resté, par où vous êtes passé, etc., etc. Mais c'est pas organisé, sauf à ce que des gens l'organisent pour des raisons économiques, pour d'autres raisons. Et vous savez d'ores et déjà qu'il y a des gens qui organisent ça plus ou moins pour des raisons économiques. Quand on a refait le parallèle avec la question de la qualité de vie et de la santé, on s'est dit qu'on avait plein de données très intéressantes qui pouvaient nous aider à poursuivre cette ambition de qualité de vie et de santé. Mais qu'il fallait organiser ces données. Et c'est ce qu'on s'est proposé de faire dans le cadre du projet Eureka qui va vous être présenté juste après. Finalement, on a aujourd'hui une très très forte acuité sur notre environnement. On peut mettre des capteurs pour la qualité de l'air, la bruyance, la présence de pollen, l'ensoleillement, la température. On peut avoir cette information là et on sait que cette information a un impact sur notre vie et sur notre santé. On peut même mettre des capteurs à l'intérieur des logements et pouvoir apporter des services, par exemple, aux personnes âgées qui sont dans ces logements, qui sont parfois isolées. On parle d'actimétrie à ce niveau-là. Toutes ces choses-là existent dans les cartons, existent déjà en réalité, mais elles sont pas encore organisées. Donc la proposition qu'on fait, au même titre qu'on a pu le faire pour l'énergie, c'est d'essayer d'organiser la ville, de structurer ces données, de faire en sorte que ces données de santé soient intégrées dans une plateforme de données qui soit sécurisée et qui soit remise à un tiers de confiance, en l'occurrence la collectivité, pour pouvoir offrir des nouveaux services pour améliorer la qualité de vie des habitants. Il faut avoir conscience, ça peut paraître effrayant, peut-être moins que l'anthrax, mais on a tout de suite l'idée de Big Brother derrière ça. Mais il faut vraiment avoir conscience que cette réalité virtuelle existe déjà sur les réseaux. La question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on attend que des marchés s'emparent de cette information sur nos santé, sur nos vies, sur l'environnement, ou est-ce qu'on en fait un outil puissant pour développer une politique de développement durable, pour aborder la question de l'environnement par son prisme santé, qualité de vie et de bien-être. Et ce qu'on se propose de faire dans le cadre du projet Eureka, c'est justement de mettre en place un indicateur de santé et de bien-être qui va venir collecter des informations sur l'environnement, mais au-delà des informations sur l'épidémiologie du territoire de Lyon-Confluence, pour apporter des services auprès des habitants. Mais de ne pas rester uniquement dans le monde virtuel, puisque parallèlement à ça, on a pleinement conscience que cette valeur que peut apporter la donnée sur le site, elle sera renforcée par une présence réelle, la création d'un espace de santé qui sera dédié évidemment au curatif, mais surtout à la prévention, qui reste un enjeu fort. Voilà, donc en résumé, la santé aujourd'hui dans le monde de l'urbanisme, c'est d'abord une question de gestion de données qui ne sont qu'un outil pour pouvoir mettre en place ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est-à-dire la prévention. Et je vais laisser la parole peut-être à Laurent Michelin qui va exposer le projet Eureka Confluence. Merci. Bonjour, alors moi je suis directeur de la prospective et de l'innovation chez Link City, donc le marché, le privé, mais je vais déjà vous dire quelques mots du pourquoi on est arrivé à se préoccuper de la santé dans le groupe. Donc Link City, c'est une filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. Et Bouygues Construction finalement construit des hôpitaux, construit des EHPAD, construit des établissements. On a plus de 400 références dans le monde et on a fait un exercice de prospective et on s'est dit comment allait évoluer la santé en France mais aussi dans le monde. Et on s'est aperçu de deux choses, enfin en tout cas moi j'en ai retenu deux. C'est que premièrement il manquait des structures pluriprofessionnelles de proximité.
pour apporter du soin aux citoyens, par rapport à des pays comme le Canada, la Suède, y compris même la Catalogne. Et donc on s'est dit tiens, il manque des espaces de santé, on les appelle les espaces de santé, ça peut être des maisons de santé, des centres de santé, des cabinets de groupe. Ces structures-là, il en manque en France, il faut les déployer. Donc on s'est dit, nous on a un rôle à jouer dans le déploiement de telles infrastructures. Deuxième sujet qu'on a vu, c'est qu'avec le vieillissement de la population, on a vu que l'habitat devait s'adapter à une éventuelle perte d'autonomie parce que les seniors, ils souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Et donc, proposer un habitat qui s'adapte à une perte d'autonomie, ça se travaille, en tout cas ça s'étudie, et il faut proposer des solutions. Et on a vu aussi que bien vieillir chez soi, c'est ne pas vieillir dans son logement, mais c'est tout le contraire, c'est de sortir de son logement, pouvoir bénéficier de services en bas de chez soi. Et donc on s'est dit, là aussi, un opérateur immobilier a un rôle à jouer assez classique, c'est de travailler sur ce sujet. Bon, donc on est parti de là, et quand on a travaillé donc sur le sujet Eureka Confluence, qui est un projet donc de R&D, on va dire, c'est un démonstrateur industriel de la ville durable, de la ville de demain, on s'est dit que un quartier durable, c'est avant tout un quartier qui se soucie de la santé de ses habitants. Et on en est vu arriver à travailler sur la dimension de cet espace de santé. Et aujourd'hui, donc, on a travaillé en open innovation avec dans un consortium public-privé, un certain nombre d'experts. On s'est dit, mais c'est quoi l'espace de santé de demain ? Et donc, Maxime on a dit une partie. C'est vrai que l'espace de santé de demain, c'est un espace qui est connecté à son territoire, beaucoup plus en phase avec ce qui se passe sur son territoire. Et donc les données, c'est un aspect, mais aussi le fait d'être connecté avec l'ensemble des professionnels de santé du territoire, c'est un autre aspect. Et donc l'espace de santé de demain, c'est un espace qui va regrouper un certain nombre de professionnels de santé, comme une maison de santé classique, mais qui va aussi aller vers la prévention. Et une manière d'arriver vers la prévention, c'est de se soucier alors de dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, la nature en ville, la qualité de l'air, la mobilité aussi, parce qu'on sait très bien que faire de l'activité physique au quotidien, c'est bon pour le capital santé. Mais c'est aussi de se dire que cet espace de santé de demain, il pourrait devenir le cockpit de la prévention, et notamment pouvoir, d'après les données qu'on récupère de certains des appartements, prévoir qu'une personne est susceptible de perdre son autonomie. Alors bien sûr, ça marche sur la base du volontariat, c'est des seniors qui se disent intéressés pour pouvoir être suivis au long cours, pour pouvoir anticiper une perte d'autonomie, et à ce moment-là, mettre en place avec cet espace de santé tout un tas de plans d'action, tout un tas de préventions qui permettent par exemple, à lui faire des activités physiques et éviter que ce senior ne chute dans son logement, par exemple, parce qu'on sait que la chute, c'est le début vraiment d'une forte perte d'autonomie. Donc ça, c'est un aspect. Donc l'espace de santé de demain, il est plus connecté avec l'habitat, il est connecté avec son territoire environnant, et aussi il peut être connecté avec l'hôpital, parce qu'on peut mettre en place des protocoles, par exemple avec l'hôpital, de suivi post-ambulatoire. C'est quelqu'un qui se fait opérer dans la journée, eh bien faut le suivre, et donc on peut avoir des protocoles. Les hôpitaux sont très intéressés par ce sujet-là, qui permettent à cet espace de santé de pouvoir suivre ce patient qui revient d'opération. Voilà, donc ce qu'on s'est dit aussi, c'est que cet espace de santé, il doit être très innovant dans l'accueil. Il doit donner une autre image que celle qu'on a aujourd'hui, des espaces un peu aseptisés, blancs, et finalement que la santé, c'est un capital qu'on a tous et qu'on a envie de préserver. Alors avec une sensibilité qui est plus ou moins forte, en fonction de la catégorie sociale, on sait bien que ce souci du capital santé est plus ou moins fort, mais ce qu'on a envie de faire, c'est justement de profiter des gens qui viennent se faire soigner pour les sensibiliser à la prévention. Et du coup, cet espace de santé au rez-de-chaussée pourrait être finalement très ouvert. On réorganiserait un petit peu l'accueil pour, par exemple, pour profiter d'un temps d'attente à une opportunité de sensibiliser, de montrer ce qui existe pour se soigner, pour prévenir d'un certain nombre de maladies chroniques. Donc un temps d'attente qui est productif pour la prévention, et puis un temps d'attente qui permet aussi de promouvoir des plans, des bilans de prévention. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on a défini
Cette vision, on l'a définie donc avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, on est dans une phase de concrétisation. C'est quelque chose qu'on livrerait en 2020. Et là, l'idée, en fait, c'est de travailler sur les modèles économiques parce qu'on sait que la prévention n'a pas son modèle. Aujourd'hui, on en parle depuis 10 ans. Mais là, on essaye d'être dans la force de proposition. Et l'idée, là, c'est vraiment de se dire que les assureurs, un certain nombre d'acteurs, nous, on a un rôle à jouer, nous, opérateurs immobiliers, pour faire émerger de nouveaux modèles économiques autour de la prévention dans un quartier. Voilà, en gros, ce qu'on voulait dire sur ce sujet. Donc, RECA, c'est un sujet qui est intéressant puisque ce consortium public-privé, ça permet en fait de tester un certain nombre de dispositifs dans l'ensemble du quartier Confluence pour alimenter les réflexions d'un projet immobilier concret, au total de 30 000 m². Et donc, l'idée, c'est que 11 000 de ces 30 000 m² soient bien dédiés à la santé et au bien-être et donc qu'on y mette tout un tas de dispositifs qui concourent à la santé et notamment celui que je viens de vous exposer. Timing presque parfait. Donc il nous reste un temps d'échange. Donc si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, c'est le moment de les poser. Nos interlocuteurs répondront volontiers sur la prévention, sur finalement les différentes façons. C'est un des thèmes un petit peu transversal peut-être aussi qu'on a vu entre la prévention sur les questions d'alimentation, la prévention santé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. On a 2 micros. Ouais. Ouais. Ok. Je fais de ce côté. Une première question peut-être plus pour Clément, c'était de savoir est-ce qu'au début de votre thèse vous avez pensé aussi à la question de savoir est-ce qu'on va vraiment vers un modèle de plus en plus aseptisé dans les villes, alors dans les 3 villes dont vous parlez, mais aussi de façon un peu plus large au niveau de la mondialisation. Et l'autre question qui était peut-être plus pour tous, c'était vous avez peu évoqué le côté métabolisme aussi urbain, qui est quand même une notion qui je pense du coup est assez au cœur de tous vos différents domaines, de savoir comment les flux rentrent dans la ville et comment est-ce qu'ils en sortent. C'est bon. Merci pour votre question. Pour répondre à la première question, je pense que... Je vais me lever peut-être, ce sera plus... Je pense que la marche des villes, c'est quand même d'aller vers une aseptisation des espaces, justement. La littérature le montre. Par exemple, il y a pas mal d'articles sur la propreté des villes en Inde. Et comment on essaye de faire de la propreté une vitrine et un vecteur d'attractivité. Donc oui, je pense que c'est une tendance de toutes les villes dans le moment contemporain. Et la question du métabolisme urbain, elle est extrêmement féconde. Je pense Ryan en a un peu plus parlé sans le dire vraiment. Moi, c'est des questions, ça rentre dans mon questionnement, mais bon, on pouvait pas tout dire ce soir. Donc, mais c'est vrai que c'est un lien très intéressant, l'idée que la ville est un métabolisme dans une conférence sur la santé. Si quelqu'un peut nous éclairer davantage sur le métabolisme urbain, on sera ravis. Jérémy peut-être pourrait dire quelque chose. Non, Jérémy ne veut pas dire quelque chose parce que Jérémy qui est ici fait une recherche en particulier sur des aspects métaboliques. Non, mais il est timide. Sur la Chine en particulier, la conception du métabolisme urbain n'est pas à entendre au sens restreint simplement du bactériome, mais beaucoup plus. Est-ce que on peut prendre au sérieux que l'idée que la ville est une sorte de système dont on pourrait modéliser les fonctionnements en pensant qu'il s'agit d'un métabolisme, donc avec des intrants, des excrétions, des émergences, des troubles, des pathologies, et tout ça donnant évidemment une part très importante à l'idée des cyclicités qui peuvent être observées à l'intérieur de ce métabolisme. Alors ça pose de gros problèmes théoriques, parce que c'est une métaphore très séduisante, mais qui est très compliquée à tenir dès qu'on aborde en particulier tout ce qui sort des fonctionnements écosystémiques classiques. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le métabolisme urbain quand on pense aux comportements sociaux et culturels, par exemple ?
Et on voit qu'on s'expose aussi à des risques qui sont des risques de naturaliser les comportements sociaux, que Clément a d'ailleurs vaguement évoqué. Et quand on naturalise les comportements sociaux, assez souvent, on arrive à des visions de la société qui sont assez préoccupantes, puisqu'on arrive à des visions où la société, justement, n'est plus sociale. Mais elle est simplement l'expression d'un métabolisme naturel. Or, un certain nombre de chercheurs en sciences sociales disent, à juste raison, que si on considère que le social n'est plus social, l'étape d'après, c'est de considérer qu'il n'est plus politique. Et si on considère que le social n'est plus politique, ça veut dire qu'on peut estimer qu'il n'y a plus besoin d'instances politiques démocratiques pour gérer le social. Et qu'on peut s'appuyer sur des technologies qui, d'ailleurs, seraient des technologies qui s'inspireraient du métabolisme. Donc, vous voyez, il y a des sortes de bouclages qui sont assez préoccupants et c'est pour ça que les théories du métabolisme sont à la fois fascinantes. Il y a des grands courants qui ont été créés, notamment un que vous connaissez peut-être, qui est le courant britannique, ce qu'on appelle la symbiocity, la ville symbiotique. Mais c'est aussi des courants qui doivent être pensés critiquement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une sorte de cousinage entre l'urbanisme, la pensée urbaine et l'hygiénisme qui est tout à fait troublant, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hygiénisme était une vision de la ville extrêmement prescriptive socialement. C'est-à-dire dans laquelle il y avait en fait des bons comportements et des mauvais comportements. Et pour le dire un peu rapidement, puisqu'il se fait tard et qu'il ne faut pas que je sois trop long, les bons comportements étaient plutôt du côté de la bourgeoisie dominante, malthusienne. Les mauvais comportements étaient plutôt des côtés des pauvres. Alors heureusement, ce n'est plus aujourd'hui qu'on pourrait penser des choses comme ça, bien entendu, n'est-ce pas Clément? Mais vous voyez que c'est un thème fascinant. Nous, ce qui nous fascine dans l'école urbaine anthropocène, c'est que dès que vous prenez un thème, dès que vous tirez un fil, tout vient. Alors, moi, j'étais partie aussi d'un dialogue qui pourrait se faire sur les questions de prévention à partir de l'intervention d'Alexandra sur le fait que finalement la prévention santé, elle fonctionne mal vers les milieux défavorisés, voire même elle crée des inégalités supplémentaires. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé aussi quand on imagine la prévention santé à l'échelle de la ville? Enfin, peut-être un dialogue entre vos deux. Est-ce que je peux renforcer le dialogue? Moi, ça m'intéresserait de voir comment les praticiens de Lyon-Confluence, tout à l'heure vous l'avez dit, l'alimentation déjà c'est rock'n'roll, je crois que c'est ce que vous avez dit. Ça tourne. On fait. Dans l'intégration, mais je serais curieux de savoir aussi comment vous ressentez, par exemple, cette réflexion sur les bactériomes, sur la circulation des bactéries et des micro-organismes, c'est-à-dire cette nouvelle réalité-là qui n'est pas distante, elle est là, nous sommes dedans. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, quelle réflexion? Parce que c'est ça aussi l'intérêt pour nous, c'est d'entendre vos réflexions. Manifestement, la recherche démarre sur ce sujet. Donc, je ne sais pas si on en a déjà. On peut déjà en faire beaucoup de choses, mais. Juste une réflexion que j'ai pu avoir auparavant, mais puisqu'on s'est rencontrés, pour tout dire, on s'est rencontrés un petit peu avant pour préparer le dialogue. J'avais pas eu la présentation de toutes les thèses. Moi, je vous renvoie une question. Je vois un lien assez fort entre la thèse, votre thèse sur ces petites collectivités en Amazonie qui finalement transforment complètement leur mode d'alimentation avec la modernisation et donc on voit qu'il y a une disparité spatiale entre ceux qui ont la capacité à pouvoir consommer et ceux qui restent sur de la culture, et puis une autre disparité spatiale entre ceux qui vivent dans des magnifiques centres-villes comme à Confluence et qui consomment bio, et ceux qui sont en marge ville. Et finalement, est-ce que ça rejoint pas aussi la question de la spatialisation entre des centres-villes qui sont extrêmement propres et le modèle peut-être qu'on cherche de la ville, en tout cas européenne, la ville qui risque d'être aseptisée, la ville un peu normée qui se trouve à l'arrière, et puis les marges urbaines qui elles bénéficient pas de même traitement au niveau de la propreté
là encore pour des raisons économiques. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas juste en train d'observer des disparités économiques qui s'observent sur le territoire? Rapidement pour répondre, un des intérêts de ma recherche justement, ce serait, je pense, de m'intéresser à des espaces centraux, en montrant que les espaces centraux sont aussi sales et puis ce sont aussi les plus fréquentés, donc là où il y a potentiellement le plus de salisseurs. Mais pour ce qui est de la propreté, je pense que c'est bien de sortir d'un schéma centre-périphérie classique, puisqu'il y a des poches de saleté au centre et des espaces très propres aux alentours. Donc je pense que c'est pas forcément une lecture. Alors, c'est à voir et c'est à questionner. Bien évidemment, je pense qu'il y a des disparités, mais je veux vraiment le questionner parce que je pense que c'est aussi une représentation et qu'on se dit assez facilement que les banlieues ont tendance à être plus sales, les banlieues bien évidemment précaires. Et je suis pas sûr que ce soit nécessairement vrai par rapport à des espaces comme Perrache qui sont pas toujours nickel non plus, quoi. Une autre question? Pardon. Donc, Ouais, merci. En tout cas, en ce qui concerne la question des inégalités, est-ce que ça marche? En tout cas, c'est au cœur de ma thèse et en ça, je m'inscris dans la continuité des travaux de recherche de ma directrice de recherche, Julie Le Gall, qui a notamment montré que dans des quartiers comme Vénissieux, l'offre en alimentation de circuits courts, alimentation biologique, était vraiment très très basse. Et que c'était un paradoxe parce que, enfin un paradoxe de prime abord, parce que c'est quand même, il s'agit d'une marge urbaine qui est proche, qui se situe à proximité de l'agriculture, mais qui est finalement éloignée. Les habitants sont quand même éloignés des produits qui en sont issus. Et donc c'est justement cette question de la justice alimentaire que je voudrais étudier et voir comment est-ce que ces adolescents se représentent l'agriculture, quelles peuvent être la distance ou leur proximité avec l'agriculture, que ce soit une distance donc, qui est relativement faible géographiquement, mais qui peut être très très large d'un point de vue cognitif. C'est pour rebondir un peu sur les échanges. Déjà, je voudrais féliciter les 3 étudiants là, donc pour leur présentation. J'ai trouvé ça excellent et on voit qu'ils sont très très dynamiques, donc c'est très bien. Donc notre collègue a vu des relations entre donc les 2 thèses ici. Moi, je vois relation beaucoup avec celle de Ryan, ce qui a été exprimé au niveau des déchets. Donc, vous avez besoin de rationaliser un peu plus, je pense, la notion de qu'est-ce qui est propre, pas propre, etc. Et donc là, j'ai l'impression que finalement, l'école urbaine crée des opportunités aussi d'interaction donc entre les étudiants. Donc, ça serait peut-être bien même de prendre des cas concrets où vous considérez que c'est propre. Donc, soumettre ça à un microbiologiste pour voir s'il y a accord ou désaccord. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, c'est bon, c'est juste ma voix qui est... J'ai une petite question, enfin c'est plus une réflexion sur la notion de prévention. Je me demande dans quelle mesure la ville, alors c'est une question pour vraiment toute l'assemblée présente, dans quelle mesure la ville prive, en tout cas ne favorise pas la notion de prévention chez les individus qui l'habitent. Je me pose la question, ça regroupe tous les sujets de recherche présentés ce soir. Comment est-ce que la prévention a été un petit peu retirée du pouvoir que les gens perçoivent qu'ils ont devant la publicité, devant la manière dont la ville est arrangée, devant la répartition des centres de santé, devant l'accès à l'alimentation et justement les injustices sociales. Comment est-ce qu'on comment la ville peut altérer la capacitation, l'encapacitation des gens à prendre en main leur propre prévention. Je pense notamment à des choses de bon sens, le bon sens paysan, les remèdes de grand-mère, les choses qui sont, je sais pas, je me dis,
dans quelle mesure on peut recapaciter les gens pour qu'ils prennent en charge un petit peu mieux leur prévention de manière complètement simple et décorrélée d'un système médical qui du coup est trop absent, mais du coup on essaye de remettre à des endroits pour redonner un peu plus de prévention. Enfin, on dirait qu'on veut apprendre une prévention qui a été un petit peu enlevée par certains éléments de la ville ou de l'urbanisation. Voilà, réflexion, question. On aurait rendu les gens moins capables de s'occuper de leur santé dans la ville aujourd'hui, c'est ça? Qui a envie de répondre? Je suis un éminent spécialiste des politiques de prévention, donc je me permets de prendre la parole parce que c'est un sujet, encore une fois, assez neuf pour ce qui nous concerne, hein, vous l'aurez compris. Pour autant, on vous l'a pas dit, mais on a pris quelques précautions sur le plan scientifique, puisque nous n'en sommes pas. Et notamment, on s'est appuyé, parce qu'on a la chance d'en avoir un, sur un élu qui est également un éminent cancérologue, aujourd'hui président de l'Institut Curie, donc Thierry Philippe, justement pour nous aider à nous orienter sur ces questions d'ordre scientifique. Et la démarche qui vient de vous être présentée va s'appuyer sur un comité scientifique avec des orientations qu'on a pu composer avec lui, justement pour nous assurer qu'on fait pas trop de bêtises dans ce domaine. C'est un premier point que je voulais souligner. Le second, c'est si tant est qu'un jour nous ayons tous eu d'excellents réflexes de prévention parce que nos aïeux vivant plus proches de la Terre n'avaient d'autre choix que de se prévenir d'un certain nombre de dangers et de maladies, on pense, les intuitions qu'on a en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'il y a lieu de mieux organiser ces questions, de mieux les adresser auprès de publics urbains en leur consacrant un peu de temps. Et précisément, ce lieu que Laurent vient de vous décrire, on a plein d'idées sur la façon justement de favoriser cette prévention. Imaginez simplement qu'une entreprise implantée à Lyon décide d'offrir à ses collaborateurs une rencontre annuelle avec un certain nombre de spécialistes qui les aideraient justement à prendre en considération cette question-là. Je pense que pour l'entreprise en question, ce serait pas absolument ruineux. J'intuite que pour ces personnes qui auraient cette possibilité de faire, non pas ce fameux check-up qu'on fait à partir de 40 ou 50 ans pour voir quelle est notre espérance de vie, mais plutôt de vérifier si notre vie au quotidien, la façon dont on se nourrit, la façon dont on se meut, la façon dont on vit avec les autres, la façon dont on se tient au travail, enfin bref, il y a un certain nombre de sujets qui sont déjà assez bien organisés, correspond effectivement à des mesures de prévention de bon sens, comme vous les indiquiez, parce que on pense aussi qu'il y a un peu de bon sens dans tout ça, mais visiblement ce bon sens se perd un peu. Donc oui, il faut l'organiser en fait. Il faut l'organiser et l'adresser directement au maximum de personnes qui peuvent être concernées. Je pense que c'est une responsabilité collective des acteurs économiques, des acteurs publics et bien évidemment des acteurs de la santé. La question qui était posée, c'était aussi la façon dont on s'adresse aux gens pour donner des conseils de prévention santé. Je crois que là-dessus, c'était intéressant aussi d'avoir cette idée d'une façon différente d'aborder les questions de santé par l'esprit critique. Enfin, c'était un peu la question d'Alexandra. Revenir sur les self-food. Oui, c'est ce que je lui aurais suggéré. Merci. Oui, donc les self-food, en fait, ça reprend l'idée d'une méthode qui est assez connue en sciences sociales, qui est celle de l'entretien d'autoconfrontation, dans laquelle les
participants à l'enquête. Donc, ça peut être des enquêtes sur l'alimentation, mais sur les façons de faire du sport, plein de sujets différents. Comment est-ce que les participants, à partir de photos qu'ils prennent eux-mêmes, donc là en l'occurrence, il s'agit de demander aux élèves de prendre des photos de leur repas chez eux pendant environ 7 jours. Ils les collectent, enfin je les collecte, et à partir de ça, je leur propose de parler et je les guide à travers différentes questions que j'aurais préparées au préalable. Pour qu'ils me parlent de leur alimentation. Et c'est une méthode qui a l'air simple a priori, mais qui en fait, à partir de la photo, ça peut vraiment engager une réflexion qui est très réflexive et qui n'apparaîtrait pas si j'allais voir ces élèves en leur parlant directement et en leur posant des questions sans l'appui de la photographie, qui crée aussi un cadre de confiance et qui permet aux enfants, aux adolescents, très visuellement d'avoir un regard vraiment de manière littérale. Et en tout cas, c'est une méthode qui est utilisée aussi pour changer des habitudes dans le domaine de la santé. Après, moi, je ne suis pas là pour évaluer le changement des pratiques alimentaires. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est un pari. Et puis le fait, je pense aussi, ces photos, elles s'inscrivent dans un contexte plus large parce qu'il s'agit aussi d'en faire quelque chose. Je vais aussi travailler en collaboration avec un artiste plasticien, Thierry Boutonnier, qui va essayer de travailler ce matériau self-food et donc comme j'ai dit, d'en faire des expositions et un dispositif qui permettra aux élèves, j'espère, d'avoir un regard encore plus réflexif sur leur pratique. Oui, lors peut-être de la nuit des idées et pourquoi pas penser à d'autres moments d'exposition. Garder une certaine neutralité dans vos enquêtes. Parce que dans vos échanges, comment est-ce que vous gérez ça pour pas avoir des biais en fait, d'appréciation et d'influencer finalement celui qui suit à l'enquête. Vous avez dit, il y a un débat, il y a une discussion. Parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains points que vous avez évoqués là, sur l'alimentation industrielle, etc. C'est quand même des avancées aussi, c'est des nouveaux produits, etc. Donc il faut se demander comment est-ce que c'est un peu vrai comme pour l'aseptisation. Donc là, il y a des sentences sur les définitions. Oui, je reviens sur le dernier point que vous avez évoqué sur les bienfaits aussi qu'a apporté l'industrialisation de l'alimentation. Effectivement, je l'ai dit de manière rapide, mais c'est vrai que l'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation a aussi permis une avancée extraordinaire en matière de risques sanitaires. Et on n'a jamais eu autant d'assurance sur les produits qu'on mange, malgré des scandales assez fréquents. Donc ça, c'est mais qui sont pas si fréquents que ça à l'échelle. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc non, il serait, on aurait tort de cracher dans la soupe en quelque sorte de manière trop rapide. C'est vrai. Et puis pour la question du biais dans la recherche, ça c'est une question qui est toujours présente dans la recherche en sciences sociales. Et en fait, la neutralité, je pense qu'elle est impossible. C'est sûr que moi, je vais arriver, venant d'un contexte différent du leur, je vais leur parler de l'alimentation dans le cadre d'un projet éducatif. Donc c'est sûr que leur regard est déjà un petit peu de côté, ils bifurquent déjà par rapport à ce qui peut être dans leur famille par exemple. Mais ça fait partie aussi de l'enquête. Je le sais, je le prends en compte. Et puis j'essaye dans mes questions et dans ma posture d'être la plus neutre possible. Merci pour votre question. Juste une petite précision sur le côté de la prévention. En fait, je pense que la meilleure des préventions, c'est justement de proposer des cadres de vie favorables à la santé.
parce qu'on voit bien qu'il y a toute une tranche de la population qui n'est pas du tout sensible à la préservation de leur capital. Ils ont d'autres soucis à traiter. Donc de manger n'importe quoi, de pas faire de sport, c'est pas leur préoccupation. Par contre, d'agir justement sur le cadre de vie, j'étais à Saint-Étienne la semaine dernière et le tramway a été étudié pour qu'il soit favorable à la santé. Comment il faisait ? Eh bien, il déplaçait les stations et au lieu de l'arrêter, au lieu de mettre un arrêt devant l'équipement public en question, qui peut être n'importe quel équipement public, il le mettait un petit peu en décalage pour que la personne ait à faire la marche à pied. Et pas collecter dans la journée, c'est bon pour son capital santé. Mais ça marche aussi pour l'alimentation. On peut travailler sur l'alimentation saine plutôt que d'avoir des McDo et puis voilà, essayer d'influencer en fait l'offre d'alimentation qu'il peut y avoir dans le quartier. Pour la nature en ville, c'est la même chose. Alors, on peut se tromper aussi avec la nature en ville. On peut mettre des essences allergènes, mais on peut aussi travailler sur la nature en ville pour qu'elle soit bénéfique à la santé. Là, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est un aspect favorable. Et donc, je trouve que justement l'urbanisme a beaucoup de choses à faire sur ce sujet de la prévention, parce que en proposant des cadres favorables à la santé, eh bien, on arrive à être beaucoup plus dans l'influence. Et il y a aussi un label WELL qui existe aujourd'hui, dont un des critères est de mettre en avant dans un bâtiment tertiaire l'escalier. En fait, on cache l'ascenseur et on met en avant l'escalier, on le rend ludique, on le rend beau. Comme ça, les gens, ils ont comme premier réflexe de prendre l'escalier et de pas prendre l'ascenseur. Et je pense que c'est tout un tas de dispositifs comme ça qu'on peut mettre en place dans l'urbanisme qui permettra aussi d'améliorer le capital santé. Je voulais m'adresser à Ryan parce que ça me permet de répondre à la question de Michel de tout à l'heure sur ce qu'on a pensé de ces problématiques bactériennes auxquelles on a été assez peu confronté, quand bien même on a passé quelques années à se préoccuper de la dépollution des sols et on est devenu incollable sur à peu près 200 ans d'histoire industrielle lyonnaise pour savoir ce qu'on allait chercher dans ces sols et ce qu'on allait extraire de ces sols pour pouvoir ensuite autoriser des êtres humains à s'installer dans ce quartier, à vivre, naître, travailler, se distraire dans un environnement qui n'était peut-être pas propice au moment où nous en avons hérité. Et donc, oui, ce que vous avez décrit, ce nouvel espace un peu infini nous questionne. Est-ce que vous imaginez que une structure publique soit chargée de surveiller tout ça pour le compte des habitants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on serait en mesure de déterminer qu'il y a effectivement un danger bactérien dans les villes, il faudrait qu'on puisse organiser ce travail de surveillance et d'information auprès des habitants ? C'est ce qui est déjà plus ou moins fait. Par exemple, avec l'Institut de veille sanitaire qui surveille quelques bactéries pathogènes ou résistantes aux antibiotiques. Puis maintenant, les méthodes de détection et de détection de certaines bactéries, on peut cibler la bactérie, n'importe quelle bactérie qu'on veut rechercher, et ça pourrait être très bien imaginé en ville, en fait. Vous pouvez préciser justement comment l'Institut de veille sanitaire met en place son plan d'observation des bactéries, c'est-à-dire que comment procède-t-il par systématique ou par sondage aléatoire ou... Oui, c'est des relevés, des points de prélèvement dans les réseaux d'eau. C'est assez régulier. Partout, je sais pas. J'imagine dans toutes les grandes villes, oui, déjà. Puis c'est ça. Il y a quelques points. Après, principalement les eaux potables. C'est plutôt des points de prélèvement en sortie de station d'épuration ? Non, plutôt l'eau potable avant de consommation. Ouais. Je suis le directeur de thèse de Ryan. Il faut déjà documenter, faire les inventaires en fait, pour bien préciser les dangers en fait, et les opportunités finalement que la ville propose à ces organismes. Comme Ryan l'a exprimé, il y a ce qu'on appelle des contraintes, des forçages. On crée en fait des nouveaux habitats en fait, pour ces organismes.
Donc aujourd'hui, on ne connaît pas en fait toutes ces choses. Nous, on découvre. Hein. C'est vrai qu'on s'est investi. Bon, on n'a pas parlé du LabEx Intelligence des mondes urbains, mais c'est vrai que l'histoire a commencé un petit peu avec le LabEx. Et donc on se rend compte que là, il y a une problématique majeure à considérer, qui se développe. Donc au niveau international, c'est en émergence. Hein, aux États-Unis, il y a quelques études, mais c'est très très limité. Donc là, on est dans la procédure où il faut faire les inventaires, etc. Mais c'est évident qu'un organisme comme Pseudomonas aeruginosa, donc c'est une problématique mondiale, comme Ryan l'a indiqué. Et donc on peut déjà, probablement avec nos travaux, les travaux que Ryan va initier, identifier des circonstances, des situations de terrain, où là, il faut probablement proposer déjà, aller voir les opérationnels et dire il faudrait probablement modifier les procédures, faire en sorte de ne pas favoriser, car on peut limiter la dissémination de l'organisme, mais aussi de l'antibiorésistance associée à cet organisme, etc. Donc il y a déjà des choses, je pense, qui peuvent être proposées. Et on l'a vu, donc Bouygues, vous connaissez les systèmes de rétention, infiltration, etc. Et on voit que ces systèmes peuvent enrichir. Souvent, on rajoute des fosses de décantation, etc. Et on voit que là, les populations changent. Et on a été impressionné par le fait que des organismes donc, spécialisés pour une colonisation du tractus intestinal, donc qui ne peuvent pas normalement croître sans oxygène, etc., arrivaient à se développer, donc on n'y croyait pas, dans ces systèmes de fosses de décantation, donc en anoxie, bien entendu. Et donc, il se passe quand même des choses nouvelles. Et donc, bon, après, il faut évoluer. Donc, c'est normal, on évolue avec les connaissances. Hein, donc, je parlais tout à l'heure de la plus grande acuité qu'on a en tant qu'urbaniste sur l'environnement, et vous explorez un nouveau champ. On réagissait entre nous avec Laurent sur notre indicateur de santé et de bien-être. On n'avait pas évidemment pris en compte ces éléments, mais on pourrait imaginer que effectivement dans notre indicateur de santé et bien-être, on vienne aborder ces questions. Donc quelque part, c'est presque infini. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose pour les années à venir qui va se développer, etc. Et probablement que ça va occuper notre quotidien. Les villes occidentales ont créé des choses qui, maintenant, il faut suivre, il faut regarder les conséquences. Voilà. Tout à fait. Et il y a des solutions. Merci pour ces réponses croisées. Je crois que ça répond un peu vraiment très bien à l'objectif de cette rencontre. Et donc, je vous invite, s'il n'y a pas d'autres questions, à aller boire un verre et à poursuivre le débat. Il y a plein de microbes à boire.